Bonjour, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici à Télé Sorbonne. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui? Alors, merci déjà pour l'invitation. Je m'appelle Audrey, je suis, étudiante, donc diplômée, infirmière et maintenant en master de santé publique à l'université Paris-Cité et je suis tête de liste, pour la liste, Bouge ton Crous pour les élections Crous. Donc justement, tu mènes la liste Bouge ton Crous et est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi votre ADN en 30 secondes? Alors, la liste Bouge ton Crous, c'est une liste, qui est, faite à partir des assos, en fait, parisiennes. Donc, c'est porté par, la fédération de territoire qui s'appelle l'AGEP et donc, comme j'ai dit, nous, on est porté par, les associations. Donc il y a 45 assos qui portent notre liste, qui sont sous soutien de la liste, Bouge ton Crous et donc c'est une liste complètement, apartisane. Donc, c'est pas du tout un syndicat étudiant, comme peuvent être les autres listes et donc on est vraiment basé à partir des revendications du territoire, des étudiants qui nous font remonter soit directement, via, nos adresses mail ou, nos comptes Instagram ou alors, justement via, les différentes associations. Très bien, et du coup, est-ce que tu pourrais peut-être préciser quel serait l'avantage de ce modèle par rapport à un modèle syndical classique? Alors sur les modèles, syndicales, classiques un petit peu en fait, tout vient du national. C'est vraiment des positions nationales qui sont pas déclinées en fonction des besoins des étudiants réellement sur le terrain, mais un peu, réfléchies de manière nationale, sauf qu'on n'a pas les mêmes besoins, que ce soit à Paris ou ailleurs. Ça, on en est surtout très, très bien conscient. À Paris, on n'a pas les mêmes difficultés qu'ailleurs, notamment d'un point de vue financier, du logement et cetera. On a des difficultés un peu plus élevées et donc forcément, nous, toutes les différentes, propositions qu'on a, elles sont basées en fonction des besoins des étudiants sur les différents campus et c'est aussi une force, de notre réseau, c'est qu'on représente beaucoup de campus, au sein de Paris. Donc vous, chaque année, vous publiez l'indicateur du coût de la rentrée. Et quel est le constat choc pour un étudiant parisien en 2025? Alors, on a beaucoup. On peut déjà parler du coût en lui-même de la rentrée, qui est évalué à près de 3 800 €. Donc c'est énorme. Il faut savoir que c'est pour un étudiant qui rentre en première année, donc avec toutes les dépenses de la vie quotidienne, mais aussi, liées justement à sa rentrée et il y en a énormément, que ce soit aussi, au niveau du logement. Il faut savoir que, par exemple, sur le logement, il y a un logement Crous, pour 50 étudiants à Paris. C'est vraiment extrêmement peu, alors qu'au contraire, il y a 57 d'étudiants qui voudraient avoir un logement Crous qui n'ont pas accès à ces logements. Donc c'est une vraie difficulté. Très bien, et donc maintenant on va revenir un peu sur, votre bilan et sur ce que vous avez pu faire dans le passé pour les étudiants. D'abord, si tu devais retenir une seule victoire de vos élus lors du dernier mandat, qu'est-ce que tu citerais? Alors s'il y a une grosse victoire à retenir, vraiment, ça serait les Célades. Ça a été en fait un projet, qui a été mené par la GEP et le RESES, donc pour une alimentation locale et durable, pour les étudiants et ça a été signé par la mairie et le Crous de Paris, donc pour améliorer, l'alimentation au sein des justement des différents, lieux d'alimentation du Crous, donc que ce soit les restaurants ou les cafétérias. OK, très bien, merci beaucoup, et donc les étudiants, ils ont 7 sièges sur 28 au conseil d'administration du Crous de Paris. Mais concrètement, ça sert à quoi d'être assis à cette table face au recteur? Bah, ça sert à prendre des décisions sur les 7 missions du Crous. Donc il y en a qu'on perçoit très directement dans la vie de tous les jours, donc que ce soit la restauration, les bourses, le logement. Ça, c'est des choses qu'on voit très facilement au quotidien, mais où il y a des choses à modifier. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des élus justement au conseil d'administration. Mais il y a aussi les aides sociales, par exemple l'ASA et l'ASAP, qui sont des aides ponctuelles ou annuelles pour les étudiants qui ne sont pas boursiers. Et ça, par exemple, c'est une commission auquel les étudiants élus aussi siègent. Et aussi tout ce qui va être initiative à l'étudiant, on parle souvent de la CVEC ou de la CVEC, peu importe un peu comment on l'appelle. Et bien ça, justement, les étudiants élus, ils permettent de savoir où va cet argent. Donc comment ça soit fléché, que ce soit par la CVEC, les aides qu'on apporte aux associations, ou par rapport aux Culture Action. Très bien, merci. Donc on parle souvent du conseil d'administration et à juste titre, mais vous siégez aussi en commission des aides spécifiques. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer comment concrètement une intervention d'un élu Bouge ton Crous, peut aider à débloquer une aide d'urgence pour un étudiant qui, par exemple, n'aurait plus de quoi manger à la fin du mois? Mm. Alors en fait, il faut savoir que les dossiers sont anonymisés. Donc on n'a pas connaissance de quel dossier appartient à qui, ça en fait, peu importe, c'est pas le sujet. C'est vrai, l'importance d'avoir des élus, c'est vraiment de soutenir, la demande et les étudiants justement, on a une vision
des situations, on va peut-être plus facilement s'imaginer les difficultés que vivent les étudiants et à quel point ça peut être important pour eux d'avoir accès à cette aide-là pour mieux avancer juste et continuer leurs études bien souvent. D'accord. Et donc, pour revenir justement sur la CVEC ou la CVEC, en 2023, 21 millions d'euros de CVEC ont été dépensés par le réseau. Donc, comment votre liste a-t-elle pesé pour que cet argent serve vraiment à l'accueil, à la santé des étudiants, plutôt qu'à boucher des trous dans le budget des universités? Mais en fait, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, le Crous, comme les universités, est déficitaire. C'est une grosse problématique. Alors, c'est normal que le Crous soit déficitaire, parce que c'est un service rendu à la population. Donc ça, c'est pas un souci. Par contre, la CVEC, elle n'est pas là pour ça. Elle est là vraiment pour accompagner les étudiants et pour mettre en place des projets. Donc que ce soit des projets au sein des campus, des projets qui soient portés par les associations, mais aussi des projets d'étudiants hors association. J'aimerais parler maintenant de l'Agorae. Donc effectivement, parce que vous portez beaucoup votre liste des projets de terrain comme celui de l'épicerie sociale et solidaire. Et j'aimerais savoir en quoi cette expérience de terrain vous aide à mieux siéger en commission et à peut-être obtenir des aides concrètes pour les étudiants, notamment autour de l'alimentation et de la restauration. Alors, l'Agoré, c'est une épicerie sociale et solidaire, mais c'est aussi un lieu de vie. C'est-à-dire qu'on y accueille des étudiants où on peut écouter leurs problématiques réellement du quotidien. Et c'est pas juste ce qu'on pourrait penser une épicerie où on vient, on récupère de l'alimentation, ce qui est déjà énorme pour les étudiants et ça les aide vraiment au quotidien, mais c'est aussi un lieu d'écoute. Donc en fait, c'est encore une fois un endroit où on se met à disposition des étudiants, où ils peuvent venir nous raconter. Et nous, ça enrichit justement, comme j'ai dit au tout début, sur notre programme, sur nos positions, de savoir ce dont les étudiants ont besoin au quotidien. Du coup, maintenant, on va un peu plus parler de votre projet concrètement et de ce qu'il y a dans votre programme pour cette élection, hem et décrypter quelques-unes de vos mesures phares. Donc d'abord, une des mesures portées par les listes, aujourd'hui, c'était beaucoup le repas à 1 € et donc là, le budget 2026 vient récemment d'être adopté par le gouvernement et prévoit de réintégrer le repas à 1 € pour tous dès le mois de mai. Alors ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous êtes satisfait de l'adoption de cette mesure? Et qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour que ce changement dure dans le temps? Alors, déjà pour le repas à 1 €, ce qui est important de savoir, c'est que oui, c'est une énorme victoire, vraiment pour les étudiants, parce que les étudiants ont réellement besoin de ce repas à 1 €. Parce qu'il y en a beaucoup qui, oui, certes, n'ont pas de bourse, mais qui n'ont pas forcément non plus d'aide de leurs parents. Parce que rupture familiale ou parce que même eux, malgré le fait qu'ils n'atteignent pas les besoins pour avoir une bourse, n'ont quand même pas la possibilité d'aider leurs enfants. Et ça s'entend aujourd'hui. Je pense la majorité des personnes vivent bien une précarité. Mais c'est pas une mesure qui est nouvelle. En réalité, le repas à 1 €, il a été adopté par l'Assemblée nationale début de l'année 2025. Donc là, c'était surtout une question de budget. Donc oui, c'est une très belle victoire. Par contre, ça doit aller avec des mesures concrètes sur le terrain. Aujourd'hui, on a déjà des files d'attente qui sont énormes. À Paris, on a d'ailleurs majoritairement pas des restaurants universitaires, mais des cafétérias universitaires, ce qui est très différent parce que l'offre de repas n'est pas la même. Donc il faut développer les restaurants universitaires pour permettre d'accéder à des vrais repas. Donc étendre l'accès, mais aussi ouvrir le soir pour que justement on puisse avoir des étudiants qui prennent ces repas le soir parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité le midi, oui, qu'ils puissent en profiter 2 fois dans la journée. Mais aussi une chose qui est importante, on a beaucoup d'étudiants en santé, notamment à Paris. Et la problématique, c'est que ces étudiants-là, quand ils sont en stage, ils n'ont pas accès à majorité aux restaurants universitaires, aux cafétérias universitaires. C'est pour ça que c'est important aussi de faire des conventions pour qu'ils puissent avoir justement un repas accessible sur leur lieu de stage. Très bien. Et donc après la restauration, on va aborder un autre sujet qui préoccupe beaucoup les étudiants, c'est la question du logement, et en particulier à Paris, où c'est un sujet très délicat. Donc vous demandez un gel des loyers et le retour des conseils de résidence. Mais comment comptez-vous redonner du pouvoir aux étudiants sur la gestion de leur propre logement? Alors justement, avoir des étudiants dans les conseils de résidence, c'est essentiel pour pouvoir porter la voix des étudiants. En fait, dans les résidences Crous, justement, il faut une gouvernance étudiante. C'est le principe du Crous. C'est pour ça qu'on a des élus en CA, c'est pour ça qu'on a des élus dans les commissions, parce que l'étudiant est au cœur du programme. Et c'est pour ça aussi qu'il faut développer des logements Crous et pas uniquement des logements privés. Ça serait vraiment dommageable justement pour le poids politique des étudiants d'un point de vue gouvernance par eux-mêmes.
Donc déjà, rapporter des conseils de résidence avec des étudiants qui puissent exprimer ce qu'ils vivent et prendre des décisions pour leur résidence. Pour le gel des loyers, en fait, l'augmentation ou non du loyer dans les résidences Crous est votée notamment au conseil d'administration. C'est aussi pour ça que c'est important, nous, dans notre liste, de le porter, parce que c'est une mesure concrète que portent les élus dans le conseil d'administration. Voilà. Et le logement étudiant, c'est aujourd'hui la première dépense des étudiants à Paris. On connaît tous la problématique justement du prix des logements qui nous empêche aussi parfois beaucoup de pouvoir accéder et pour lesquels on fait beaucoup de temps de trajet pour pouvoir aller en banlieue où c'est un peu plus raisonnable, on va dire, en termes de loyer. Le Crous, justement, ça devrait être le premier acteur du logement étudiant. C'est important de geler les loyers pour que ça reste quelque chose qui soit accessible. Au-delà de juste geler les loyers, il faut aussi construire des résidences. Parce que c'est inacceptable qu'on ait une résidence pour 50 étudiants à Paris. C'est pas possible. Donc, en construire plus, mais aussi les rénover. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont des passoires thermiques et il ne suffit pas juste de loger les étudiants, il faut les loger, mais les loger bien. Super, tu as fait une transition parfaite avec ma question d'après, puisque justement, je voulais te parler des résidences Crous et du fait que beaucoup d'étudiants se plaignaient souvent de la qualité ou de l'état des locaux et puis du manque de chauffage aussi en hiver, qui est un vrai problème. Et donc, du coup, ma question, c'était qu'est-ce que ta liste, du coup, a poussé concrètement comme mesure pour que ces rénovations aillent plus vite à Paris, notamment? Justement, déjà rien que le fait de de reprendre des conseils de résidence, ça permet de visibiliser ces problématiques-là. Parce qu'on aura beau le dire, si les étudiants eux-mêmes dans leur résidence n'ont pas le choix, n'ont pas la possibilité, de dire voilà ce qui se passe concrètement, moi je dois mettre 3 couvertures sur moi pour dormir la nuit parce qu'il fait beaucoup trop froid, ou c'est pas possible de chauffer à un moment donné. D'un point de vue écologique aussi, c'est absolument désastreux de devoir surchauffer des habitations pour pas que finalement ce soit agréable à vivre. Voilà. Nous, en plus de ça, les étudiants qui nous font remonter les problématiques de leur résidence, aujourd'hui, on essaye de les porter au conseil d'administration, mais c'est parfois pas entendu parce que c'est difficile en termes de légitimité de dire bah oui, certes, j'habite pas dans cette résidence, mais les étudiants me font part. Alors, nous, on se sent complètement légitime de le faire parce que c'est les vrais témoignages qu'on a au quotidien des étudiants. Par contre, les conseils de résidence, ça permet ça de faire porter eux-mêmes leur voix et de dire voilà ce qui se passe, c'est inacceptable, il faut qu'on fasse bouger les choses. Très bien, merci beaucoup. Et il y a aussi une autre chose qui est très importante et assez centrale dans votre programme, c'est la réforme des bourses. Donc, vous proposez et vous parlez de linéarisation des échelons. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que ça veut dire concrètement et pourquoi est-ce que le système actuel, il est injuste pour ceux qui sont au-dessus du plafond? Alors, j'en parlais un petit peu tout à l'heure par rapport aux ressources. En fait, aujourd'hui, les bourses, elles sont basées sur les ressources des parents. Alors, c'est un choix qui est fait. C'est assez dommageable parce que c'est pas parce que des parents ont des ressources que ça veut pour autant dire qu'ils aident leur enfant. Déjà, on a aussi des cas de rupture familiale où c'est très compliqué du coup de le justifier. Parce que par exemple, en cas d'abandon d'un parent, il faut que le parent en question dise bien qu'il a abandonné son enfant. C'est compliqué à justifier. Quand on n'a pas de contact pour avoir la fiche d'impôt, on ne va pas avoir de contact pour avoir une lettre qui dit qu'il ne veut pas s'occuper de son enfant. En plus de ça, donc aujourd'hui, c'est par palier. Ce qui fait que si on a 1 euro au-dessus du palier, eh ben, on perd un échelon. Sauf que c'est ce qu'on appelle en fait un effet de seuil. Donc, il y a déjà eu un début de réforme des bourses, justement pour limiter ces effets de seuil, mais ils sont encore là aujourd'hui. Un parent qui va gagner un tout petit peu plus d'argent, ça va réellement impacter énormément la bourse de son enfant. Et c'est pour ça, en fait, que la linéarisation, ça empêche cet effet de seuil. En fait, aujourd'hui, c'est un peu comme des escaliers. Le principe, c'est que ce soit un peu comme une rampe d'accès pour les personnes atteintes de handicap. Donc, en fait, c'est beaucoup plus graduel. Donc ça empêche justement de perdre de la bourse de manière inadéquate par rapport au revenu de ses parents, même si le mieux, ça serait que ce ne soit pas calculé sur le revenu des parents, parce que, comme je disais, c'est pas tout à fait cohérent avec la réalité des étudiants.
Très bien, merci beaucoup, c'était très clair. On va parler un tout petit peu d'écologie. Alors donc vous visez le zéro plastique et un plan de résilience énergétique. Le Crous a déjà réduit ses émissions de 9 par logement, mais pour vous, quelle devrait être l'étape d'après? Bah, on en a plein. On en a déjà parlé un petit peu. Déjà, la rénovation énergétique des logements, parce que des passoires thermiques, ça dépense énormément en, en énergie. On a aussi l'alimentation. Proposer une alimentation qui soit justement plus locale, ça diminue aussi les effets les productions d'émissions à effet de serre. Enfin, ça, d'un point de vue écologique, on est beaucoup. Aussi dans le tri des déchets. C'est quelque chose qui est fait aujourd'hui. On voit sur nos campus au quotidien, on a quand même beaucoup de poubelles de tri, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait être toujours amélioré, faire de la sensibilisation, etc. En ce moment, on voit une montée ou une remontée en force de l'extrême droite au sein des universités, notamment avec la cocarde. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette remontée en force de la cocarde étudiante ou de d'autres mouvements d'extrême droite au sein de l'université? Comment est-ce que vous pensez les contrer? Est-ce que vous pensez qu'il faille vraiment les contrer? Et voilà, quelle est votre position par rapport à l'extrême droite, vous, Bouge ton Crous? Alors la position, c'est que on ne soutient pas, et c'est impossible même de soutenir par nos idéaux, des mouvements qui prônent la haine. Et c'est clairement le cas de l'extrême droite, qui prône vraiment justement une haine, mais qui est indicible, notamment envers les étudiants extra-communautaires, qui sont pour le fait qu'ils ne soient pas dans nos universités, alors que c'est vraiment enrichissant au quotidien. Et ça, peu importe leur niveau d'études, que ce soit de la licence au doctorant, c'est vraiment une richesse qu'on a. Justement, dans une université, il y a cet aspect d'universalité. Pardon. Et donc, oui, on prône vraiment un combat sans relâche contre l'extrême droite. Il faut vraiment pas qu'il gagne de la place, que ce soit dans toutes les instances, que ce soit à l'université ou même au Crous. Il faut savoir que le Crous, initialement, c'est des projets qui ont été faits par les fédérations de territoire, comme la GEP. Donc c'est un peu dommage de laisser de la place à des personnes qui prônent la haine, alors que justement, c'est des personnes à défendre, et que, du coup, l'accueil des étudiants internationaux, ça fait quand même partie d'une des 7 missions du Crous. Donc c'est pas vraiment leur place, même pas du tout. Alors maintenant, je vais te proposer un petit exercice. Je vais te lire des affirmations et tu vas juste me répondre par vrai ou faux, en étayant un petit peu. Ok, ça va. Oui, quand J'ai le même. droit. Donc, on y va. Vrai ou faux? On peut voter physiquement dans un bureau de vote avec une urne. Alors, non. On peut voter si on n'a pas accès. Parce qu'en fait, c'est une élection qui se fait du coup de manière numérique. Par contre, si on n'a pas la possibilité de voter chez soi, ou même d'emprunter un ordinateur à quelqu'un, on a la possibilité d'aller voter en physique. Il y a un ordinateur qui est mis à disposition justement au siège du Crous. Très bien. Alors, vrai ou faux? Le vote, c'est du 3 au 5 février 2026. Ça, c'est vrai, et il faut aller voter. C'est hyper important. Même peu importe finalement pour qui on vote, juste faire porter sa voix et avoir un impact dans les élections. Parfois, ça peut être un peu compliqué de savoir pourquoi on vote, mais juste, c'est tellement essentiel de prendre ce pouvoir-là qu'on a en tant qu'étudiant, et de faire porter sa voix. De préférence, on vote Bouche ton Crous, mais après... Petite question, du coup, on fait comment si on n'a pas reçu son code par mail? Alors, si on n'a pas reçu son code, il ne faut pas hésiter justement à contacter le service du Crous. Voilà. En demandant, on peut aussi nous contacter, nous, donc à mesdroits@agep.com. Comme ça, nous aussi, on peut un petit peu le aiguiller, etc., et puis voir ce qui s'est passé. Parfois aussi, il faut aller vérifier sur sa boîte mail. Nous, ça a été le cas de plusieurs étudiants qui ne se souviennent plus sur quelle boîte mail ça a atterri. C'est la boîte mail qui est bien rattachée à mes services étudiants. Donc, il faut bien prendre cette boîte-là et pas sa boîte mail du coup de l'université. Ça marche pas. D'accord. En 2024, la participation a atteint un record de 50%. Alors non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça serait bien que ce soit le cas cette année, même plus. L'idéal, ça serait qu'on atteigne très proche de 100%. Mais non, malheureusement, on n'y est pas encore. Et un peu peut-être dans la même lignée, mais vrai ou faux, si je ne vote pas, ça ne va rien changer à mon quotidien en tant qu'étudiante ou étudiant. Bah non, ça c'est faux. C'est en fait ne pas voter de manière générale, c'est accepter de ne pas prendre le pouvoir qu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure. Faire voter, c'est faire reconnaître aussi ses idées. Donc
peu importe, on va dire ce qu'elle est. Bon après, on va éviter quand même de prôner la haine, je pense qu'on en a assez, au quotidien pour éviter de prôner ça à nous-mêmes en tant qu'étudiants. Par contre, non, il faut vraiment prendre ce pouvoir-là et aller voter, faire porter vos idées, c'est essentiel pour faire changer justement plein de choses dont on a pu parler dans l'interview. C'est trop important. Et dernière petite question qui concerne, on y revient, les bourses. Vrai ou faux, aujourd'hui un étudiant boursier continue de percevoir ses mensualités pendant tout l'été? Alors non, c'est faux. C'est possible. Il faut en faire une demande, il faut la justifier. Justement, c'est dans des cas très précis de rupture familiale. Enfin, voilà, donc c'est faux. Et c'est d'ailleurs une de nos mesures, une de nos positions pour la réforme des bourses. C'est justement le maintien des bourses l'été, mais aussi l'ouverture à différents profils, notamment les doctorants qui sont non financés. Aujourd'hui, les élèves avocats, enfin, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas accès aux bourses. Et donc, ça fait partie de nos positions. Donc non, on ne les a pas encore l'été. Merci beaucoup. Pour finir, j'aimerais te poser une dernière question, ou plutôt te laisser une dernière opportunité de passer un message. Si tu avais 15 secondes face à un étudiant qui galère à finir son mois à Paris, qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre de voter Bouge ton Crous? D'autres projets qu'on a, on a parlé un petit peu tout à l'heure de l'Agorae, mais on a aussi un guide des aides sociales qui est sorti, qui est sorti très récemment et qui est vraiment, je pense, un indispensable pour les étudiants parisiens. Et attention, ceux qui étudient, mais aussi ceux qui vivent ou non à Paris. Parce qu'en plus, à la toute fin, il y a un petit tableau qui est génial pour savoir ce qui est cumulatif ou pas. En vrai, trop bien. Et de s'intéresser, oui, à tous les projets, aussi de se rapprocher de ces assos, parce que parfois, il y a beaucoup d'assos qui font des choses au quotidien, des distributions alimentaires ou enfin, plein de projets justement à l'étudiant pour aider au quotidien. Et donc voilà, et de ne pas hésiter à venir se rapprocher de nous, qu'ils aient voté ou non pour nous, pour justement qu'on puisse les accompagner. Mais après, de préférence, oui. Votez Bouge ton Crous.